De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Guillaume Bousquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Guillaume, sur ce plateau. Vous êtes fondateur de Pédago Vie, Pédago apostrophe Vie, et créateur du parcours apprenti apostrophe sage au sein même de Pédago Vie. Alors on a compris, c'est l'apprentissage, mais de manière sage, de manière intelligente, réfléchie, de manière calme surtout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'idée d'apprentissage, si j'ai bien compris, c'est justement de partir de ce principe, de ce constat clair qui est comment je vais faire en sorte que mes enfants fassent leurs devoirs de manière rapide, efficace, efficiente, sans moi-même m'énerver, devenir dingue et maintenir une bonne relation avec eux et qu'ils aient eux-mêmes une bonne relation avec leurs devoirs. C'est ça? C'est exactement ça. Parce que quand on fait les devoirs à la maison, il y a toujours plein de tensions qui peuvent apparaître. Il y a des problématiques autour de la motivation. Les enfants n'ont pas envie de se mettre au travail. Ça, c'est une première problématique. Puis les enfants, ils peuvent être aussi agités pendant les devoirs et on ne sait pas trop comment le gérer. Ça peut, nous, en tant que parents, nous agacer profondément. Et puis la troisième chose, c'est qu'on peut manquer d'outils, de techniques pour que la mémorisation du poème soit efficace, pour que le vocabulaire à apprendre aussi se fasse de manière fluide. Et on est dépassé en tant que parent. Alors vous allez nous donner toutes les recettes, bien entendu, puisque c'est ce qu'on attend. Mais je voudrais quand même rester sur ce constat-là, parce que le constat, on l'a tous fait. Moi, je suis maman de 2 enfants. D'autres amis l'ont fait aussi de mon côté. Parents, que ce soit les papas, les mamans, tout le monde, en fait, les grands-parents. Comment vous avez réussi non seulement à se dire « Ok, j'ai fait le constat », certes comme tout le monde, mais en plus de ça, j'ai trouvé la solution. Vous avez été prof de français, il me semble, pendant 13 ans. Oui. Ça, c'est une première chose, j'imagine une aide déjà, vous avez pu constater. Mais j'imagine qu'aussi vous avez une grande famille. Oui, j'ai une grande famille, j'ai 5 enfants et je suis remarié, mon épouse en a 2, donc nous avons 7 enfants. Ah oui. Donc nous savons ce que c'est les devoirs à la maison. J'ai encore... C'est une classe que vous faites en fait. C'est ça, j'ai une mini-classe à la maison. Alors maintenant, heureusement, il y en a qui grandissent, qui ne sont plus là. Mais disons qu'il y a encore les 3 plus jeunes, mes 3 plus jeunes filles sont à la maison. Elles ont 15, 13 et 10 ans et donc les devoirs, il y en a plein. Et en effet, nous sommes confrontés à ça au quotidien. Mais c'était valable, enfin je veux dire, c'est pour tous les traits de caractère finalement assez différents. C'est-à-dire que certains sont peut-être plus scolaires que d'autres. Yeah. Mais finalement, vous vous rendez bien compte que l'épisode devoir est compliqué? Alors, il y a des enfants qui sont autonomes. Moi, j'ai ma grande qui maintenant a 19 ans et qui est en études supérieures, en double licence de gestion et droit. Eh bien, elle est autonome depuis le début. Voilà, donc avec elle, ça a toujours été facile. Mais il y en a d'autres pour qui c'est moins facile. Et c'est pas parce qu'ils sont moins intelligents, c'est simplement parce qu'ils ont besoin aussi dans la relation d'être accompagnés. Et chaque être humain, chaque individu est différent et les outils sont là pour permettre à chacun de s'épanouir. Et c'est ça l'objectif. Alors justement, on a plusieurs choses à voir, plusieurs angles, si je puis dire, au sein même de ces fameux devoirs à la maison, parce qu'il y a évidemment l'efficacité, c'est-à-dire de faire ses devoirs en un minimum de temps, mais en apprenant un maximum de choses, oui, qui est le premier point. Oui. Et en plus, il y a cette idée, souvent dans les petites classes et jusqu'à peut-être la 5e, 4e, c'est l'histoire de l'autonomie. Oui. Ou sinon de la complicité qui doit s'opérer entre parents et enfants. L'autonomie, elle se construit en fait. L'autonomie, elle se développe, elle s'acquiert petit à petit. Et c'est un enjeu qu'il faut avoir en tête. C'est qu'un enfant n'est pas autonome en CP, n'est pas autonome en CE1, en CE2. Il va l'acquérir petit à petit et dans certains domaines plus que dans d'autres. Par exemple, apprendre son vocabulaire, il va pouvoir devenir autonome petit à petit, alors qu'il ne sera pas autonome pour apprendre une leçon, par exemple. Donc l'autonomie, c'est pas non plus laisser faire seul. On a souvent une mauvaise représentation de l'autonomie en France, c'est de considérer qu'être autonome, c'est faire seul. Alors qu'en fait, être autonome, c'est de chercher la bonne ressource. Et en tant que parents, nous sommes là pour accompagner les enfants à trouver ces ressources-là. Mais encore faut-il nous-mêmes les avoir, parce qu'on n'a pas forcément les bonnes ressources. Vous étiez prof de français, ça aide, mais quand on est simple, par exemple, je sais pas, journaliste ou boulanger ou autre, ou médecin, peut-être qu'on ne sait pas effectivement quelles sont les bonnes ressources pour nos enfants. Comment on fait? C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir le numérique avec énormément de ressources. Il faut aller les trier un petit peu ou les confronter. Pour le parent, c'est d'aller en quête d'outils. C'est pour ça que le parcours apprentissage que j'ai créé en 2018, le lancement de mon activité, qui était là pour aider les parents à faire les devoirs, eh bien, aujourd'hui, je souhaite vraiment le mettre à disposition du plus grand nombre parce que je me rends compte avec mes enfants qui sont encore dans les devoirs, combien c'est précieux d'avoir les bons outils. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pack? C'est quoi? C'est fou le mystère du pack. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ce sont 6 thématiques en fait qui sont traitées et c'est très court. Hein, le contenu en tout total, c'est 1h30 de contenu.
c'est pas énorme, mais c'est 18 petites vidéos. Dedans, il y a des mouvements, par exemple, parce qu'on oublie que l'apprentissage, ça ne commence pas là, mais ça commence dans le corps. Et les enfants, ils arrivent, ils ont une journée harassante, ils ont été assis, ce qui est la plus mauvaise position pour apprendre, ils ont été assis pendant longtemps, et ils arrivent, il faut qu'ils se rassoient. Alors, si on les fait pas bouger, si on les met pas en mouvement, si on les motive pas pour entrer dans l'apprentissage, déjà, ça marche pas. Donc, on pourrait, par exemple, apprendre debout tout ce qui, finalement, est leçon d'histoire, par exemple, géographie, évidemment, une poésie, tout ce qui est, en fait, peut-être davantage littéraire. Est-ce que ça marche pour les maths, les matières scientifiques? Ça marchera pour tout. En fait, ça peut être simplement d'apprendre debout, ça peut être de se mettre à marcher, ça peut être, il y a un super truc, c'est une planche d'équilibre, c'est de prendre une planche d'équilibre. Aujourd'hui, je conseille vraiment ça. Alors, un skate, c'est un peu dangereux. Une planche d'équilibre avec une bascule. Vous savez, les planches qui basculent de gauche à droite, c'est ce qui est le plus simple. Il y a des planches qui basculent dans tous les sens, 360, c'est un peu plus difficile, c'est moins confort pour l'enfant. Donc, on va se concentrer sur l'équilibre et du coup... Alors, à l'inverse, on va mobiliser l'équilibre, mais on va se concentrer sur l'apprentissage du vocabulaire, la restitution. Voilà. Comme quoi, j'ai tout raté. Non, c'est simplement qu'en fait, si je me concentre sur l'équilibre, je vais au contraire être dans la crispation, alors que l'idée, c'est pas ça. C'est monte sur la planche et puis vas-y, récite-moi ton poème que tu as commencé à apprendre. La première strophe, vas-y, dis-la. Et du coup, l'enfant va se concentrer sur sa première strophe et il va travailler son équilibre. Et pour les enfants, par exemple, qui ont un TDAH, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça va énormément les canaliser. C'est excellent. Ou avoir quelque chose dans les mains, peut-être. Des balles, des jeux. Dans les mains. Voilà, moi, je propose un programme qui s'appelle Multimove, qui est complémentaire du parcours apprentissage, où c'est des exercices avec des balles de rebond et des sacs de sable. Et là, on va pouvoir, pendant que l'on apprend, lancer le sac, le rattraper. On va pouvoir faire tous ces petits exercices qui sont très ludiques parce que c'est des sacs de sable, c'est des balles de rebond, c'est coloré. C'est valable aussi bien pour le CP que pour la troisième? Alors, c'est valable du CP jusqu'à même pour les étudiants à tout âge. Oui. Donc, d'accord, le mouvement déjà, vous disiez, premier point. Oui, Deuxième point. Deuxième point, ça va être les techniques. Alors là, c'est tout l'éclairage des neurosciences, en fait, et c'est ça qui est intéressant. C'est comment fonctionne le cerveau pour apprendre. Et alors, il y a des grandes lois universelles pour apprendre. Et une des principales lois, c'est que l'enfant a besoin de mettre des mots, de mettre ses propres mots à lui pour expliquer ce qu'il a compris déjà. Combien d'enfants se retrouvent tous les soirs avec la leçon d'histoire à apprendre ou la leçon de maths, la fiche de grammaire, et il y a parfois des pavés, un paragraphe, et l'enfant va commencer à apprendre ça par cœur ou à le lire, puis voilà, et puis il va essayer de le redire tout simplement. Alors que s'il reformule avec ses propres mots l'idée qu'il a comprise, alors il rentre dans un processus vraiment d'apprentissage avec une stratégie efficace. Donc si on a des petits frères et petites sœurs, le meilleur moyen c'est de leur expliquer finalement. Alors c'est pas peut-être de vulgariser, non? Oui, disons que c'est ça, c'est que si j'ai quelqu'un à qui j'explique, à ce moment-là, en tant qu'apprenant, je suis acteur. Tout à fait, c'est ça. Je suis acteur, oui, d'accord. Ok, deuxième point, j'ai compris, je note tout. Ça, je vais essayer ce soir. Troisième point. Troisième point, alors il va y avoir toute la partie, on va dire, physiologique, les besoins physiologiques de l'apprenant, de l'enfant qui a 7 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans. Et un des premiers besoins physiologiques, c'est de boire. Mais pas de boire du soda, pas de boire des jus de fruits, de boire de l'eau. Et avant un temps d'apprentissage, c'est tout simple, eh bien, faites boire à votre enfant une gorgée d'eau en conscience, c'est-à-dire qu'il prend le temps de boire la gorgée d'eau, de sentir qu'il a l'eau dans la bouche, de sentir l'eau qui coule, et ça va le recentrer. Et ça va faire passer le message au cerveau que la personne prend soin des besoins physiologiques fondamentaux, respirer, avoir de l'eau parce que notre corps est composé à 80% d'eau, 70% pour un enfant. Vous voyez, tout simplement, l'alimentation est c'est le point un peu plus large, c'est-à-dire il y a l'eau, mais il y a qu'est-ce que je mange avant les devoirs. Est-ce que je mange une tartine de pain avec du Nutella, par exemple? Oui. Auquel cas, s'il y a trop de sucre, et notamment s'il y a des additifs, s'il y a un peu de bonbons, des choses comme ça, alors là, les devoirs vont mal se passer. Il y a de fortes chances. Parce que le sucre s'endort, c'est ça? Le sucre, ça va avoir un effet de pic de glycémie et puis une chute de glycémie qui va avoir un effet, au contraire, de découragement, de démotivation, j'ai pas envie. Et les additifs qui sont présents dans ces produits-là, c'est l'inverse, ça va créer de l'excitation. Donc en fait, on a différents axes possibles et dans le parcours apprentissage, je vais donner plusieurs pistes concrètes pour pouvoir faire le devoir plus facilement. Donc les nutriments essentiels. Ok, est-ce qu'un quatrième petit tips ou pas? Je ne vais pas tout dévoiler, mais bon... Quatrième petit tips. Alors un quatrième petit tips qui fonctionne énormément, c'est de demander à l'enfant quelle image il a dans sa tête. C'est-à-dire que l'enfant lit une phrase, par exemple, il dit quelque chose qu'il apprend, et est-ce qu'il a une image dans sa tête? Et là, s'il décrit une sorcière horrible qui représente sa maîtresse, on dit quoi? Alors, c'est qu'il n'a pas du tout compris la leçon, certainement. Mais disons que, voilà, combien d'enfants aussi doivent apprendre des mots d'anglais, par exemple? Est-ce que, quand l'enfant il dit un mot en anglais parce qu'il l'a appris par cœur, est-ce qu'il a une image dans sa tête de ce mot-là? Ou est-ce qu'il voit rien du tout et que c'est flou? S'il apprend une phrase d'une leçon d'histoire ou d'éducation civique sur le tri des déchets, par exemple, et qu'il apprend et il récite sa phrase par cœur, le meilleur moyen de lui demander, c'est pas de savoir s'il a compris. Oui. Si je lui demande s'il a compris, il va répondre oui.
Parce qu'à partir du moment où il a compris 30% de l'information qu'on lui a donnée, eh bien, il répond oui. C'est comme ça que fonctionne l'individu. Mais si par contre je lui demande qu'est-ce que tu as comme image dans ta tête ou qu'est-ce que tu as compris, à ce moment-là, il va pouvoir se raccrocher à ces images mentales. Et puis il y a toujours cette notion de confiance en soi en fait, la confiance en soi qu'on a évidemment en soi et qu'on projette sur nos propres enfants. Oui. Alors donc on n'a pas la confiance, mais aussi la confiance de nos enfants à se dire est-ce que je vais pouvoir tenter d'expliquer à mon papa ou à ma maman, ben voilà ce que je suis en train de lire, alors que j'ai pas forcément compris. Comment essayer de dénouer ça, peut-être trouver une façon de regarder différemment peut-être aussi ces enfants. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que si j'ai un regard confiant, si je crois dans les capacités de mon enfant, même si je ne les vois pas forcément dans la réalité, peut-être que l'enfant a des difficultés, peut-être qu'il a des notes pas toujours bonnes, mais si je crois dans ses capacités, si je crois qu'il peut aller loin dans la vie, eh bien le simple fait de le croire, ça va lui donner des réelles capacités. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, croyez, j'ai envie de dire aux parents, mais croyez dans vos enfants, croyez dans leurs capacités, même s'ils sont face à des difficultés, gardez cette foi-là, quoi, qu'ils vont réussir dans la vie. Pédagovie aussi qui existe et que vous avez créé il y a quelques années maintenant. On peut y retrouver, j'imagine, plein de bonnes idées, de conseils aussi au quotidien. Tout à fait. J'ai un blog en plus avec des articles qui donnent plein d'outils, plein de conseils. J'ai fait des webconférences en grand nombre et donc il y en a qui sont en accès gratuit sur le site. Donc il y a vraiment beaucoup de choses pour les parents, beaucoup de choses pour les enseignants, pour les professionnels, sur tout ce qui concerne l'apprentissage. Donc allez-y, servez-vous. Bon, merci beaucoup. Parcours apprentissage donc, qui est disponible sur la plateforme de Pédagovie. Voilà, pour pouvoir trouver toutes les bonnes idées, les remèdes, si je puis dire. Jusqu'au 31 octobre, c'est en accès libre. Ah, en plus. Profiter. Alors en plus, ouais, voilà. Donc il faut en profiter. Effectivement, un parcours en 6 étapes avec déjà des centaines de familles qui ont pu expérimenter vos talents, Guillaume Bousquet. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir, merci. Merci mille fois. On va tout de suite retrouver